Merci, professeur Jacques Famdongo, ministre en charge de l'enseignement supérieur, de nous tenir compagnie dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. Vous revenez du terrain, vous venez d'effectuer un périple à travers un certain nombre de régions du Cameroun pour procéder à la distribution des ordinateurs promis par le chef de l'État. Quelle impression générale ramenez-vous du terrain, monsieur le ministre? Merci de m'accueillir à la CRTV. Je voudrais dire que l'impression générale est éminemment positive. Tout un chacun a pu voir l'accueil délirant, hystérique, qui a été réservé aux ordinateurs. Et à travers les ordinateurs, au président Paul Biya, puisque vous l'avez rappelé, les ordinateurs portent bien la griffe Paul Biya Higher Education Vision, PBHEV. Donc, ça a été un accueil délirant parce que les étudiants attendaient avec une rare impatience et un engouement indescriptible cet outil magique qui permet à l'étudiant de s'arrimer au cyberespace planétaire grâce au cloud de Microsoft. Donc vraiment, ils étaient très contents. Et tant mieux pour l'enseignement supérieur, tant mieux pour la jeunesse universitaire, qui est l'avenir de la nation, et tant mieux pour la gouvernance numérique universitaire prescrite par le chef de l'État. Essayons de remonter un tout petit peu le cours du pour nous arrêter au message du 10 février du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, message dans lequel il annonce que la distribution des ordinateurs promis aux étudiants camerounais va se poursuivre activement. Activement, oui. Comment vous avez réagi à cette annonce du président de la République? Je ne vous apprends rien en disant que d'aucuns, plus d'un, ont annoncé la fin de votre bail au gouvernement. Mais je l'ai accueilli avec un ouf de soulagement. Parce que, comme vous le savez, en matière de communication, l'important n'est pas toujours la vérité, mais la véracité, la vraisemblance et la réception du message. Or, le message que nous avons offert, que nous avons vendu, entre guillemets, pour parler en termes de marketing politique, ce message, qui était pourtant un message vrai, un message fondamental, un message positif, a été brouillé par des personnes qui, certainement par mauvaise foi ou par ignorance, ont voulu décrédibiliser cet outil magique qu'est le PBHEV. Et on a raconté n'importe quoi. Mais comment comprendre ce déchaînement de passion autour de ce don d'ordinateur du président de la République? C'est la hantise du dénigrement, c'est l'expression de combat d'arrière-garde, monsieur le ministre? Je l'ai dit, il y a un mélange. Il y a la mauvaise foi d'une part, et il y a l'ignorance d'autre part. La mauvaise foi, c'est quoi? On a souvent dit, le président n'a plus d'idées. Le président est dépassé. Le président doit partir. Il n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Nonobstant tout ce que le président offre aux Camerounais en matière d'infrastructure, en matière de grands projets structurants, que nous connaissons tous. Allons par exemple à Mvele, on verra une infrastructure futuriste. Allons à Lompanga, idem. Allons à Kribi, idem. Allons les pénétrantes presque partout. Le deuxième pont sur le Vouri. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ce sont des infrastructures qui, en réalité, concernent tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, et je dirais même tous les résidents, les amis, les pays amis, les amis résidents qui sont ici au Cameroun. Donc, ce sont, je peux dire, des biens collectifs, au plan économique, ce sont des biens collectifs. Maintenant, l'ordinateur, c'est un ordinateur futuriste, hein, avec... On va revenir sur ses capacités. Oui, on va revenir sur les capacités. D'accord, alors l'ordinateur, c'est quoi? C'est un objet personnalisé, personnel, qui s'adresse à un étudiant. Mais par-delà l'étudiant, à un papa, à une maman. Mais par-delà le papa et la maman, à une tante, à une cousine, à une nièce, à une famille, à un village. Donc, l'ordinateur PBHEV est un outil magique multiplicateur. Multiplicateur d'un lien ombilical
entre le président Paul Biya, donateur, et l'étudiant récepteur. Alors, il est tout à fait normal que ceux qui ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué en disant le président n'a plus d'idée, qu'est-ce qu'il va encore offrir aux Camerounais, faisant fi de tout ce qui se réalise dans tous les domaines. Alors, il est tout à fait évident que cela, par mauvaise foi, est battu sur le terrain de l'innovation, de la modernité, du progrès, du futurisme. Cela, il est tout à fait normal qu'ils disent, dans un premier temps, c'est un mensonge d'État, les ordinateurs ne viendront jamais, le président Paul Biya vous a trompé. Et deux, dès que les ordinateurs arrivent, qu'ils disent, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur, Il déplace la polémique. on vous a trompé. Mais, au-delà de la mauvaise foi, d'autres sont ignorants, tout simplement. Parce que les gens sont habitués, certaines personnes sont habituées à la vieille informatique, aux vieux ordinateurs de la vieille école, qui ont un disque dur HDD qui ne peut stocker des données que dans le cadre du disque dur interne. Et ils ne savent pas, vraiment par ignorance, que désormais, les ordinateurs ont également la possibilité d'avoir un disque dur SSD, qui est un disque dur rattaché à l'espace numérique planétaire. En l'occurrence, s'agissant du PBHIV, c'est un disque dur rattaché au cloud. Cloud, c'est un mot anglais qui signifie nuage. Au nuage, au cloud de Microsoft, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine des logiciels. Ne sachant pas qu'on ne stocke plus les données uniquement dans le disque dur de 32 gigas. Et que désormais, en fait, il y a une possibilité, comment je peux appeler ça, infinitésimale, c'est-à-dire que qui ne peut pas s'arrêter à condition que vous puissiez mettre des données paramétrées dans le disque dur SSD. C'est une sorte d'archivage asymptotique, c'est-à-dire on peut aller jusqu'au bout du monde. Au bout du monde, c'est une façon de parler, puisque le bout du monde n'existe pas. Donc on peut aller le plus loin possible grâce à cet ordinateur, à condition que l'on acquiert les outils complémentaires nécessaires. Voilà, ce sont les deux problématiques qui ont créé la confusion. Je n'oserais pas insister sur une troisième problématique, puisque Pascal nous dit que le moi est haïssable. Mais je pourrais également dire, sans risque peut-être de me tromper, que d'aucuns y ont vu peut-être une possibilité pour le modeste serviteur que je suis, une possibilité de quitter l'arène politique. Mais il y en a même qui se sont essayés à des exercices de sémiotique, dont vous êtes pourtant un spécialiste, en analysant sur la base d'un certain nombre d'éléments, oui. Des faits et gestes, à l'occasion d'une cérémonie publique récente. A refusé de me saluer. Oui. D'abord, le président ne peut jamais le faire. C'est un homme très courtois, très raffiné, très civilisé. Je m'excuse d'utiliser le terme civilisé parce qu'il renvoie à une hiérarchisation des civilisations. Mais il fait partie de ce code comportemental raffiné. Il ne peut donc pas dire, vous êtes devant lui, vous arrivez, d'abord, vous le savez, en matière de proxémique, c'est lui qui tend la main. C'est toujours le supérieur qui tend la main au collaborateur, à l'homme qui est inférieur à lui. Non, c'est le président qui tend toujours la main. Celui qui tend la main avant le supérieur ne connaît pas le savoir-vivre. Donc, le président tend la main et s'il veut, il vous parle, il vous adresse la parole. S'il veut, s'il en a convenance. En l'occurrence, il m'a tendu la main, ça c'est tout à fait classique. 2, il m'a adressé la parole avec un bonus, le sourire. Mais un sourire ineffable, expressif. Peut-être que les uns les autres voulaient simplement partager la confidence que le président de la République vous a faite. Les cérémonies de vœux, de présentation de vœux, je les fais depuis 33, 34 ans. Alors, donc, pendant que j'étais encore chargé de mission à la présidence de la République, je le faisais chaque année. Donc depuis 84. Donc vous savez très bien que c'est codifié. Mais je sais très bien que quand vous arrivez, vous avancez, vous vous tenez, et c'est le président qui vous tend la main. Il vous tend dans la main, et puis vous partez. Non, mais s'il veut parler, évidemment, vous êtes obligé d'attendre ce qu'il vous dit. Et ensuite, là, il a posé une question.
une question, comme vous avez parlé de sémiologie, une question d'ordre fatigue. C'est-à-dire, par exemple, quand je vous dis bonjour, en réalité, je ne pense pas à dire est-ce que le jour est bon, est-ce qu'il sera ceci, est-ce que vous avez mal à la tête. Bonjour, c'est un souhait. C'est un souhait, c'est un code de communication, un code de langage qui est ossifié. Donc, il m'a adressé la parole en disant quelque chose d'assez précis. Évidemment, je devais répondre. Mais les gens doivent décoder cette scène. Puisque le président de la République était très souriant, vous ne pouvez pas être souriant tout en désavouant la personne, sauf si le sourire a cette fois-ci une valeur ironique. Ça peut arriver, une valeur de dénigrement ironique, gestuel. Donc, en réalité, j'ai eu un ouf de soulagement. Non pas parce que j'hésitais, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que je me disais, mais l'opinion a été intoxiquée, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Comment faire pour remonter la pente? Il n'y avait que la parole présidentielle pour mettre fin à la polémique et pour dire ce projet, en réalité, est mon projet. Puisque c'est lui qui offre le don, c'est lui qui a eu l'idée. C'est le ministre secrétaire général qui, le 25 juillet 2016, m'a écrit pour dire voici la décision du président de la République. Voici les spécifications techniques de l'ordinateur. Voici la deuxième composante, à savoir la construction des centres de développement du numérique universitaire, suite à un accord cadre qui fut signé le 18 juin 2015 à Beijing, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Philemon Yang, par du côté camerounais, le ministre Nganou Djoumessi, qui était encore Minepat, et du côté chinois, le ministre du Commerce. Alors, monsieur le ministre, il y en a parmi les polémiques, les vives polémiques qui ont agité l'opinion. Il y a celles qui tournent autour du coût de ces ordinateurs. Ils estiment, cela, que ce coût serait onéreux. Quelle est la nature du contrat qui lie l'État du Cameroun à la partie chinoise dans le cadre de ce contrat? Et combien auriez-vous reçu en termes de rétrocommission? Parce que cela a également été dit. C'est ce que les gens disent, bien entendu. Les gens en parlent toujours, quel que soit le contrat. Alors, il s'agit d'un contrat, d'abord, je l'ai dit, il y a eu d'abord un accord cadre signé le 18 juin 2015 à Beijing, je n'étais pas là, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, signé par le Minepat de l'époque, Emmanuel Nganou Djoumessi, aujourd'hui ministre des Travaux publics, et le ministre chinois du Commerce. Ensuite, il y a eu, le président de la République a habilité le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre Motazé, le 26 juillet 2016, a signé cette fois-ci un accord de crédit avec Exim Bank de 75 milliards de francs CFA. Alors, si on fait la décomposition, il y a les ordinateurs, 50 milliards de francs CFA. À raison de 100 000 francs, par, prix d'achat, prix sortie usine, 100 000 francs. Parce que c'est le Cameroun, dans le cadre de cet accord, qui prend en charge le transport de la Chine, de Shenzhen. C'est la ville où se fabriquent les ordinateurs par les Chinois eux-mêmes, la société Sichuan Telecommunication Engineering Limited, qui est une succursale de la société d'État China Telecom, donc fabriquée à Shenzhen. Donc transport de Shenzhen à Yaoundé. Donc voilà la composante. Et les 25 milliards restants concernent la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire à raison d'un centre par université d'État et d'un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo campus de Saint-Mélima. Soit dit en passant, cette université inter-État va démarrer incessamment puisque les bâtiments sont déjà construits. Et il y aura également un data center central qui permettra d'interconnecter toutes les universités d'État. Il y aura une interconnexion universitaire concernant toutes les universités d'État, voire certains instituts
d'enseignement supérieur privé. Je voudrais parler des fameuses rétrocommissions pour dire tout simplement que ces ordinateurs sont entièrement fabriqués en Chine, à Shenzhen, par la partie chinoise, Sichuan Telecom Engineering Limited, avec des fonds chinois débloqués par Exim Bank. Le premier déblocage a eu lieu le 5 juin 2016 par Exim Bank au bénéfice de la société Sichuan Engineering Telecommunication. Donc, en matière de rétrocommission, je ne vois pas en quoi le ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'est que le distributeur, lorsque les ordinateurs sont arrivés au Cameroun, qui n'est que le distributeur de ces ordinateurs, je ne vois pas en quoi donc le ministre de l'Enseignement supérieur est concerné au plan financier, puisque ce sont des fonds chinois dépensés en Chine par des Chinois. Maintenant, le choix de faire, alors, l'usine, fabriquer ces ordinateurs en Chine plutôt qu'au Cameroun. Comme vous le savez, plusieurs pays africains que je n'oserais pas citer, par décence diplomatique, ont tenté de cette expérience de construction des usines. Mais attention, pour construire une usine, il faut trois choses. Un, avoir les infrastructures qui sont extrêmement onéreuses. Deux, avoir les fonds pour faire fonctionner ces infrastructures, ces usines. Et trois, avoir un marché intérieur qui puisse absorber la production. Avec votre permission, nous allons nous imposer une petite pause pour évoquer l'activité présidentielle de ces derniers jours, particulièrement intense. D'ailleurs, elle n'a jamais connu de trêve, l'activité présidentielle. Nous allons évoquer les récents textes pris par le président de la République dans le secteur de la défense nationale, des textes qui visent globalement à ajuster la riposte de nos forces de défense aux défis sécuritaires qui sont devenus de plus en plus complexes dans notre pays ces derniers temps. Intervenant dans un contexte sécuritaire précis, marqué par une certaine agitation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les textes du chef de l'État Paul Biya, signés le 21 février dernier et réorganisant les forces de défense, apparaissent comme une ferme volonté du chef des armées de faire face aux défis de l'heure. Au total, 25 textes, dont 23 décrets présidentiels et 3 arrêtés rénovant notre dispositif de défense. Des nouveaux hommes ont également été nommés. L'innovation majeure reste certainement la création d'une 5e région militaire interarmée à laquelle s'adosse une 5e région de gendarmerie. L'avènement de la 5e région militaire interarmée consacre l'éclatement de l'ancienne 2e région militaire. Nouvelle, la 5e région militaire interarmée a pour ressort territorial les régions administratives du nord-ouest et de l'ouest, avec pour poste de commandement Bamenda. Dorénavant, la 2e région militaire interarmée regroupe les régions du littoral et du sud-ouest, avec pour poste de commandement Douala. Maroua demeure le poste de commandement de la 4e région militaire. Elle regroupe la région de l'extrême nord et le département du Mayo-Louti dans la région du nord. Quant à la 3e région militaire interarmée, elle a pour ressort territorial la région de la Damawa et la région du nord, hormis le département du Mayo-Louti. Son poste de commandement est situé à Garoua. Les textes présidentiels du 21 février 2018 s'est situé à l'aune de la grande réforme de 2001, elle-même assise sur plusieurs piliers, la modernisation, la professionnalisation et le rajeunissement. Je pense que le chef de l'État donne une réponse, n'est-ce pas, pour que non seulement nous puissions faire face à la menace sur le plan opérationnel, mais qu'il y ait un meilleur maillage, n'est-ce pas, de nos unités sur le terrain, de telle manière à ce qu'on puisse répondre efficacement à ces menaces. Chef des armées, le président de la République s'est assigné pour objectif de doter le Cameroun d'une armée professionnelle caractérisée par une cohérence dans l'organisation et une efficacité opérationnelle accrue. Il faut y ajouter une coopération interarmée plus porteuse pour faire face à toutes les situations en temps de paix comme en période de crise, à l'image de celle qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À travers la création d'une 5e région militaire interarmée, Paul Biya veut renforcer les unités territoriales par un meilleur maillage du territoire pour qu'à Bamenda, Boya,
Kumba, Batibo et ailleurs, nos forces de défense puissent s'acquitter au mieux de leur mission de protection des personnes et des biens avec honneur et fidélité. Retour à vous, professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Les ordinateurs sont là, ils ont commencé à être distribués. Qu'en est-il du service après-vente? Alors le service après-vente est prévu justement dans le prêt concessionnel accordé par la Chine au Cameroun. Il y a une équipe chinoise qui est là, qui est dans les universités pour justement, d'abord je dois préciser que la garantie c'est 1 an. La garantie du PBHIV est de 1 an et les Chinois sont là pour voir s'il y a des petits problèmes. Parce qu'il faut savoir que, je l'ai dit, 90% des étudiants n'avaient jamais utilisé un ordinateur. Ça peut pas être aberrant, ça peut paraître assez absurde, mais c'est ça la réalité. Il faut donc qu'on les amène à utiliser cet outil qui est lui-même nouveau pour plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes, je l'ai dit, sont habituées plutôt à la vieille informatique, donc au vieil ordinateur avec du HDD. Donc eux-mêmes, la plupart des informaticiens, eux-mêmes apprennent aussi maintenant la nouvelle technologie SSD. Alors, donc, le hardware, c'est la matière dure. Là, il faut la maintenance. Il faut également qu'on apprenne à l'utiliser. Mais il y a aussi le software, c'est-à-dire les logiciels. Il y a d'abord le processeur Intel, une grande société américaine. Il y a le logiciel d'exploitation qui est le Windows 10 et le logiciel qui est le Office 365. Tout ça, c'est d'obédience américaine. Alors, il faut bien qu'il y ait une équipe d'accompagnement. Il y a mon département ministériel avec les informaticiens, le professeur Foudanjodo, le professeur Acha, le professeur Amougou, qui sont là, qui donnent des conseils, mais il y a aussi la partie chinoise pour le hardware et la partie américaine, Microsoft, pour le software. Donc tout cela se fait, cet accompagnement se fait, et en principe, les étudiants n'ont aucun problème. Les ordinateurs commencent à être distribués dans des établissements publics, dans les universités d'État. À quand le tour des universités privées? Merci. Alors, il faut savoir que la distribution se fait au prorata de la fabrication en Chine par une société chinoise avec des fonds chinois. Alors, dès que nous avons un premier contingent, on a eu d'abord 100 000, nous avons pu servir Yaoundé 1, Yaoundé 2, fin décembre. On a eu un deuxième contingent de 100 000, nous avons pu servir Douala, Boya, Tian et Bamenda, où l'accueil, partout, l'accueil a été hystérique en faveur du président Paul Biya, qui est le donateur. Maintenant, il reste, au niveau des universités d'État, il reste Maroua et Ngaoundéré. Nous espérons que la fabrication en Chine sera achevée pour les 100 000 fin mars. Donc nous pourrons éventuellement, fin mars, peut-être début avril, nous pourrons donc servir Maroua et Ngaoundéré. Alors maintenant, quid des instituts privés d'enseignement supérieur? Il faut préciser, il faut le rappeler, le don présidentiel est un don qui s'adresse à tous les étudiants camerounais inscrits dans les institutions universitaires camerounaises. De façon biométrique. Évidemment, biométriquement enrôlés pour éviter les distributions dolosives, fantaisistes, népotistes et tout ce que vous voulez. Et pour éviter des doubles emplois, il y a même des étudiants qui s'inscrivent et qui ne viennent plus jamais. Donc il faut biométriquement balayer tout cela et avoir un corpus sain. Évidemment, nous écartons également les étudiants étrangers, puisque le don présidentiel s'adresse aux étudiants camerounais. Alors, nous avons commencé également l'enrôlement via les universités d'État tutrices, parce que les instituts privés d'enseignement supérieur sont tutorés par des universités d'État. Après les universités d'État, Maroua, Ngaoundéré, nous allons donc servir les instituts privés d'enseignement supérieur. Donc tous sont concernés. Vous avez parlé d'un accueil délirant. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants camerounais bénéficiaires de ce précieux don présidentiel.
Et à votre suite, on va regarder ce reportage qui rend compte de leur état d'esprit après avoir reçu ces ordinateurs. Un étudiant, un ordinateur. La phrase qui résonnait comme un simple slogan il y a quelques mois est aujourd'hui une réalité dans l'absolu. Après l'acte premier de la distribution d'ordinateurs dans les universités de la capitale le 26 décembre dernier, l'acte 2 du mois de février a connu la présence du ministre des Enseignements supérieurs dans les universités de Douala, Buea, Tchang et Bamenda. Le don du chef de l'État rassure et reste gravé dans les esprits. Sans vous mentir, avant de les avoir reçus, nous étions un peu dubitatifs. On ne savait pas comment ça va être, si ce sont les ordinateurs PC, si c'est comment. Mais quand on les a reçus dans les petits cartons, on les a ouverts, on a allumé et tout, le protocole qu'il fallait. On s'est rendu compte que ce sont des petits bijoux. Lorsqu'on a été enrôlé à l'école et que le directeur nous a assuré qu'on devait recevoir ces ordinateurs, je me suis dit non, ça c'est quelque chose de très sérieux. Et quand on nous a appelés, on était à la maison, on nous a dit rendez-vous à l'université de Yaoundé 2 soirs pour prendre les ordinateurs. Allez, je me suis apprêtée, très vite fait, bien fait, et j'ai eu mon ordinateur. Dans les campus universitaires, ces ordinateurs sont avant tout de véritables outils de travail. Je n'utilise plus le format et le bic pour prendre les cours. Je l'utilise directement pour prendre mes cours. Ça m'aide beaucoup, dans ce sens où tous les devoirs à remettre, il faut les saisir. Les recherches, il faut se connecter à Internet. Et c'était un peu lourd de se déplacer chaque jour avec mon laptop que j'ai depuis. Et c'est tellement pratique. Je le mets dans mon petit sac à main et voilà, je suis à l'école, je fais les recherches. Même son de cloche dans les résidences universitaires de Bonamoussadi, où on apprécie la juste valeur de l'ordinateur de marque PB-HEV. La machine n'est pas encombrante et la vitesse aussi. La machine est très fiable, très rapide. On tient déjà à remercier le président pour ces dons. Et ces ordinateurs nous aident vraiment beaucoup, ça vient à point nommé. La puissance de traitement est assez bonne, surtout comparée à mon ancienne machine. C'est vrai que je n'avais qu'un corps duo, mais la machine qu'on a présentement a une bonne puissance de calcul. Plus d'inquiétude donc pour ce qui est de la recherche. À l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC par exemple, les heures de pause sont consacrées à la recherche grâce à la connexion Wi-Fi disponible dans le campus. Les ordinateurs PB-HEV sont très appréciés des étudiants du triangle national pour leur légèreté, leur rapidité dans le traitement des données et leur fiabilité dans la prise de notes. Des ordinateurs somme toute salutaires qui viennent révolutionner l'apprentissage et le quotidien des étudiants. Retour à vous, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour chercher à savoir quel est le calendrier de mise en œuvre du projet de création des centres numériques multimédia. 1. Le matériel arrivera mi-mars. 2. Les plans seront approuvés par la partie camerounaise. Et 3. Nous démarrons les constructions, en fait la partie chinoise, entièrement. La partie chinoise démarre les constructions, disons, fin mars. C'est-à-dire, en fait, au premier semestre de l'année 2018. Et la durée prévisionnelle est de 18 mois dans toutes les universités d'État, un centre par université d'État et à l'université inter-État Cameroun-Congo Campus de Saint-Mélima, puis un data center d'interconnexion de l'ensemble des universités sera construit à Yaoundé et celui-là sera piloté par le ministre de l'Enseignement supérieur qui doit donc superviser tout ce qui se fait au niveau du numérique universitaire au Cameroun. Un vaste chantier. Dans un message à la jeunesse le 10 février dernier, le chef de l'État a annoncé la densification de l'offre universitaire en matière d'infrastructures et de création d'établissements, d'universités. Je crois qu'à ce jour, toutes les 10 régions sont pourvues d'un établissement d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que la création de l'école normale supérieure de Berthois et de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Garoua
apporte à l'offre universitaire dans notre pays et quelles sont les dispositions prises pour éviter que ces nouvelles structures ne soient exposées aux maladies infantiles liées à leur jeune âge, Monsieur le ministre? Oui, je dois d'abord préciser que lorsque le président Paul Biya arrive à la magistrature suprême, accède à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, le Cameroun n'a qu'une seule université. Une seule université. Il n'y a pas d'université privée, il y a une seule université d'État. C'est l'université de Yaoundé que nous connaissons tous. Il y avait des centres universitaires, Ngaoundéré, Boya, Douala, qui évidemment n'avaient qu'une formation embryonnaire dans tel ou tel secteur. Mais le 19 janvier 1993, le président Paul Biya crée 6 universités que nous connaissons tous. Et à partir de le 8 août 2008, le président Paul Biya crée l'université de Maroua avec 2 établissements, l'école normale supérieure et l'Institut supérieur du Sahel, qui est devenu en 2017 l'école nationale supérieure polytechnique. Et en décembre 2010, le président Paul Biya crée l'université de Bamenda. Alors, je dois dire que depuis lors, la carte universitaire s'est densifiée de manière exponentielle. Nous avons maintenant moult instituts privés d'enseignement supérieur. Il y en a à peu près 212 instituts privés d'enseignement supérieur qui sont tutorés par des universités d'État afin de garantir l'assurance qualité et de ne pas, afin que ces instituts ne versent pas dans le mercantilisme le plus abject. Donc, les universités d'État assurent la qualité de la formation qui se fait là-bas. Et nous avons 8 universités d'État. Vous l'avez dit de manière pertinente, désormais, depuis cette année même, 2018, désormais, chaque région du Cameroun bénéficie d'au moins un établissement public d'enseignement supérieur. Les plus récents établissements, vous l'avez signalé, c'est l'école normale supérieure de Bertoua, rattachée à l'université de Ngaoundéré, et la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua, rattachée toujours à l'université de Ngaoundéré. Mais le 24 novembre 2017, le président Paul Biya a créé l'école nationale supérieure polytechnique de l'université de Bamenda, la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Boya et l'ENSET de l'université de Yaoundé 1 à Ebolova. Alors, qu'est-ce que tout cela apporte? Tout cela apporte une plus grande proximité académique de l'université par rapport aux parents, par rapport aux étudiants. J'aurais pu ajouter toute faculté de médecine qui fonctionne à l'heure actuelle. Quand le président Paul Biya arrive, il n'y a qu'une seule faculté de médecine, c'est celle de Yaoundé, qui ne faisait d'ailleurs pas la pharmacie, alors que c'était faculté de médecine et de sciences biomédicales, c'est-à-dire la pharmacie et l'odontostomatologie, la médecine bucco-dentaire. Mais il y a aussi Douala, que le président a créé le 19 janvier 1993, faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques qui fonctionne depuis 2006. Et il y a aussi la faculté of Health Sciences de l'université de Boya, créée toujours par le chef de l'État le 19 janvier 1993. Mais pour les dernières facultés. Et qui fonctionne depuis pour les derniers 2006. Pour les derniers établissements créés, Monsieur le ministre, est-ce que les dispositions sont prises? Est-ce que l'infrastructure existe pour que les nouveaux établissements puissent fonctionner au mieux de leur capacité, au mieux des attentes? Un peu d'histoire. Lorsque le président Paul Biya crée l'université de Maroua, et notamment l'école normale supérieure, nous passons de 2000 étudiants prévisionnels à 7000 prévisionnels. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Et le 15 janvier 2009, je me rends à Maroua et je fais démarrer l'école supérieure alors qu'il n'y avait aucune infrastructure endogène. Tout simplement parce qu'il faut avoir de l'imagination et puis il faut avoir de l'audace. Voir les locaux qu'on peut utiliser
et qu'on peut réhabiliter. Vous donnez les mêmes assurances pour Berthois et Garoua? Il n'y a aucun problème. Garoua démarre ce jour même, lundi, 26 février 2018, dans des locaux provisoires, mais qui sont des locaux fonctionnels, qui ont été réhabilités. Tiens, la faculté a été créée le 24 novembre, faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, a des locaux endogènes. Je les ai inaugurés il y a 2 ou 3 jours à Tian. Berthois a des locaux provisoires déjà identifiés par le gouverneur de la région de l'Est. Et ces locaux provisoires sont fonctionnels. L'école démarre cette semaine. J'ai déjà signé les résultats des concours. Concours de Bolova, concours de Garoua, concours de Tian, concours de Berthois. Et les classes démarrent cette semaine. À Bolova, nous avons des locaux fonctionnels que nous avons construits pour abriter l'annexe de la FASA de l'université de Tian à Ebolova. Ces locaux sont suffisamment vastes pour que, dès cette année, on puisse démarrer cette semaine même à Ebolova, l'N7 d'Ebolova. Et nous allons également construire cette année des locaux définitifs pour ajouter la capacité d'accueil des étudiants. Donc, tout est prêt. Je donne une garantie ferme à tous les parents et à tous les étudiants. Les cours commencent cette semaine et les choses se passeront de fort belle manière, comme elles se sont passées à Maroua et comme elles se sont passées à Douala, par exemple. Lorsqu'on démarre la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de Douala, il n'y a pas de locaux endogènes. Mais allez maintenant à Logbesu, à Douala, sur l'ancienne route Douala-Yaoundé, vous verrez un campus futuriste à Logbesu. Et la fac, il fonctionne très bien, y compris la faculté de génie industriel qui fonctionne également à Logbesu. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, nous allons nous séparer avec cette question qui tourne autour du statut du doctorat professionnel au sein des universités camerounaises. Quel est le statut actuel du doctorat professionnel au regard de la loi, au regard de la réalité dans nos universités? D'abord, la loi d'orientation du 16 avril 2001 donne une ouverture pour le 3e cycle. Vous savez qu'il y a 3 cycles. Premier cycle jusqu'en licence, 2e cycle, le master, 3e cycle, c'est jusqu'au doctorat. Donne une ouverture pour la formation professionnelle de très haut niveau. Nous sommes en train de codifier tout cela. Aujourd'hui même, lundi, j'ai reçu tous les recteurs des universités d'État à la demande du Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai reçu plusieurs experts qui nous ont parlé des expériences de la Grande-Bretagne en matière de doctorat professionnel, les expériences des États-Unis d'Amérique en matière de doctorat professionnel, les expériences du Canada en matière de doctorat professionnel, les expériences de l'Allemagne en matière de doctorat professionnel, de la Tunisie, du Nigeria, du Ghana, de la France. Parce que d'aucuns oublient qu'en France, il y a un doctorat professionnel. Vous qui êtes journaliste, un brillant journaliste, je vous rappelle que M. Hervé Bouge, fondateur de l'ECJ, a pu avoir un doctorat professionnel grâce à ce qu'on appelle désormais dans le système LMD, la valorisation des acquis de l'expérience, la VAE. Donc, c'est un débat qui, encore une fois, relève soit de la mauvaise foi, ça peut arriver, ce n'est pas exclu, soit de l'ignorance. Ce sont des choses qui se font. Savez-vous qu'aux États-Unis, vous le savez sans nul doute, il existe au-dessus du MBA, au-dessus du Master of Business Administration, il existe un Doctorate of Business Administration, qui n'est rien d'autre qu'un doctorat professionnel et qui n'est pas le PhD, le PhD étant le summum en matière de formation académique dans les universités de type anglo-saxon. Donc nous avons codifié aujourd'hui même avec tous les recteurs des universités d'État, avec des experts venant de tous les systèmes académiques à travers le monde, c'est ce qu'on appelle la comparabilité des systèmes. Nous avons donc pu codifier cela et il n'est pas exclu que dans les prochains jours, un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur soit signé après visa de M. le Premier ministre, chef du gouvernement.
Alors, ce qui s'est passé à soi est simple. Le candidat concerné était inscrit en doctorat professionnel le 14 novembre 2014. Le texte du recteur Bouba Oumarou. Le recteur Bouba Oumarou faisant foi. Donc, il a autorisé à peu près 200-300 candidats à s'inscrire en doctorat professionnel. Maintenant, dans la mesure où l'arrêté ministériel n'était pas encore sorti, à cause de plusieurs contingences, il ne pouvait donc pas, explique-t-il, il ne pouvait donc pas mettre doctorat professionnel parce que ce n'était pas encore officiellement instauré. C'est la raison pour laquelle, avec une autorisation du vice-recteur chargé des enseignements, une autorisation du vice-recteur chargé de l'enseignement, qui a signé, non, par délégation. Par ordre, c'est moins fort que par délégation. Par délégation, ça veut dire que c'est quasiment le recteur lui-même qui signe. Alors, il a donc autorisé la soutenance d'un doctorat PhD. Vous voyez l'incongruité. Donc, c'est la raison pour laquelle le recteur a en réalité rapporté sa décision. Parce qu'en droit, on rapporte sa propre décision. Je signe un arrêté aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un problème. Je dis et de me rapporter l'arrêté numéro tant du ministre de l'Enseignement supérieur portant ceci. Donc, tout responsable est autorisé à le faire s'il constate qu'effectivement, il y a une anomalie. Mais nous avons déjà réglé tous ces problèmes. Et je crois savoir que dans la semaine même, cette semaine-ci, les Camerounais seront édifiés là-dessus. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de dysfonctionnement structurel. Il y a eu un dysfonctionnement conjoncturel que nous avons aplani grâce à l'éclairage de tous les recteurs et grâce à l'éclairage également des experts venant de tous les systèmes d'enseignement supérieur. En Afrique, par exemple, j'ai oublié la Tunisie. Vous l'avez cité. J'ai cité la Tunisie, qui délivre également des doctorats professionnels. Il y a même des Camerounais qui ont des doctorats professionnels venant obtenus en Tunisie. Merci infiniment, professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, d'avoir accepté de nous tenir compagnie tout au long de cette édition de Présidence Actu pour évoquer ce don présidentiel aux étudiants camerounais, de l'ensemble de notre système universitaire, mais également pour évoquer donc cette actualité autour de la gouvernance universitaire, notamment ce doctorat professionnel, une actualité qui a fait des gourdes chaudes au sein de nos universités au cours de ces derniers mois. Merci, professeur Jacques Famdongo. Nous allons nous séparer en évoquant un autre acte majeur pris par le président de la République ces derniers jours, c'était le 20 février dernier, un texte qui donne les pleins pouvoirs désormais à Camwater dans le service d'alimentation en eau potable en milieu urbain et périurbain dans notre pays. Merci professeur Jacques Famdongo, ministre en charge de l'enseignement supérieur, de nous tenir compagnie dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. Vous revenez du terrain, vous venez d'effectuer un périple à travers un certain nombre de régions du Cameroun pour procéder à la distribution des ordinateurs promis par le chef de l'État. Quelle impression générale ramenez-vous du terrain, monsieur le ministre? Merci de m'accueillir à la CRTV. Je voudrais dire que l'impression générale est éminemment positive. Tout un chacun a pu voir l'accueil délirant, hystérique qui a été réservé aux ordinateurs et à travers les ordinateurs au président Paul Biya, puisque vous l'avez rappelé, les ordinateurs portent bien la griffe Paul Biya Higher Education Vision, PBHEV. Donc, ça a été un accueil délirant parce que les étudiants attendaient avec une rare impatience et un engouement indescriptible cet outil magique qui permet à l'étudiant de s'arrimer au cyberespace planétaire grâce au cloud de Microsoft. Donc vraiment, ils étaient très contents. Et tant mieux pour l'enseignement supérieur, tant mieux pour la jeunesse universitaire, qui est l'avenir de la nation.
Et tant mieux pour la gouvernance numérique universitaire prescrite par le chef de l'État. Essayons de remonter un tout petit peu le cours du... Pour nous arrêter au message du 10 février du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, message dans lequel il annonce que la distribution des ordinateurs promis aux étudiants camerounais va se poursuivre activement. Comment vous avez réagi à cette annonce du président de la République? Je ne vous apprends rien en disant que d'aucuns, plus d'un, ont annoncé la fin de votre bail au gouvernement. Mais je l'ai accueilli avec un ouf de soulagement. Parce que, comme vous le savez, en matière de communication, l'important n'est pas toujours la vérité, mais la véracité, la vraisemblance et la réception du message. Or, le message que nous avons offert, que nous avons vendu, entre guillemets, pour parler en termes de marketing politique, ce message, qui était pourtant un message vrai, un message fondamental, un message positif, a été brouillé par des personnes qui, certainement par mauvaise foi ou par ignorance, ont voulu décrédibiliser cet outil magique qu'est le PBHIV. Et on a raconté n'importe quoi. Mais comment comprendre ce déchaînement de passion autour de ce don d'ordinateur du président de la République? C'est la hantise du dénigrement, c'est l'expression de combat d'arrière-garde, monsieur le ministre? Je l'ai dit, il y a un mélange. Il y a la mauvaise foi d'une part, et il y a l'ignorance d'autre part. La mauvaise foi, c'est quoi? On a souvent dit, le président n'a plus d'idées. Le président est dépassé. Le président doit partir. Il n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Nonobstant tout ce que le président offre aux Camerounais en matière d'infrastructure, en matière de grands projets structurants, que nous connaissons tous. Allons par exemple à Mvele, on verra une infrastructure futuriste. Allons à Lompanga, idem. Allons à Kribi, idem. Allons les pénétrantes presque partout. Le deuxième pont sur le Vouri. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ce sont des infrastructures qui, en réalité, concernent tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, et je dirais même tous les résidents, les amis, les pays amis, les amis résidents qui sont ici au Cameroun. Donc, ce sont, je peux dire, des biens collectifs, au plan économique, ce sont des biens collectifs. Maintenant, l'ordinateur, c'est un ordinateur futuriste, hein, avec... On va revenir sur ses capacités. Oui, on va revenir sur les capacités. D'accord. Alors, l'ordinateur, c'est quoi? C'est un objet personnalisé, personnel, qui s'adresse à un étudiant. Mais par-delà l'étudiant, à un papa, à une maman. Mais par-delà le papa et la maman, à une tante, à une cousine, à une nièce, à une famille, à un village. Donc, l'ordinateur PBHIV est un outil magique multiplicateur. Multiplicateur d'un lien ombilical entre le président Paul Biya, donateur, et l'étudiant récepteur. Alors, il est tout à fait normal que ceux qui... Télécommunication. Donc, en matière de rétrocommission, je ne vois pas en quoi le ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'est que le distributeur, lorsque les ordinateurs sont arrivés au Cameroun, qui n'est que le distributeur de ces ordinateurs, je ne vois pas en quoi donc le ministre de l'Enseignement supérieur est concerné au plan financier, puisque ce sont des fonds chinois dépensés en Chine par des Chinois. Maintenant, le choix de faire... alors, l'usine... De faire fabriquer ces ordinateurs en Chine plutôt qu'au Cameroun. Comme vous le savez, plusieurs pays africains que je n'oserais pas citer, par décence diplomatique, ont tenté de cette expérience de construction des usines. Mais attention, pour construire une usine, il faut trois choses. Un, avoir les infrastructures qui sont extrêmement onéreuses. Deux, avoir les fonds pour faire fonctionner ces infrastructures, ces usines. Et trois, avoir un marché intérieur qui puisse absorber la production. Avec votre permission, nous allons nous imposer une petite pause pour évoquer
l'activité présidentielle de ces derniers jours, particulièrement intense. D'ailleurs, elle n'a jamais connu de trêve, l'activité présidentielle. Nous avons évoqué les récents textes pris par le président de la République dans le secteur de la défense nationale, des textes qui visent globalement à ajuster la riposte de nos forces de défense aux défis sécuritaires qui sont devenus de plus en plus complexes dans notre pays ces derniers temps. Intervenant dans un contexte sécuritaire précis, marqué par une certaine agitation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les textes du chef de l'État Paul Biya, signés le 21 février dernier et réorganisant les forces de défense, apparaissent comme une ferme volonté du chef des armées de faire face aux défis de l'heure. Au total, 25 textes, dont 23 décrets présidentiels et 3 arrêtés rénovant notre dispositif de défense. Des nouveaux hommes ont également été nommés. L'innovation majeure reste certainement la création d'une 5e région militaire interarmée à laquelle s'adosse une 5e région de gendarmerie. L'avènement de la 5e région militaire interarmée consacre l'éclatement de l'ancienne 2e région militaire. Nouvelle, la 5e région militaire interarmée a pour ressort territorial les régions administratives du nord-ouest et de l'ouest, avec pour poste de commandement Bamenda. Dorénavant, la 2e région militaire interarmée regroupe les régions du littoral et du sud-ouest, avec pour poste de commandement Douala. Maroua demeure le poste de commandement de la 4e région militaire. Elle regroupe la région de l'extrême nord et le département du Mayo-Louti dans la région du nord. Quant à la 3e région militaire interarmée, elle a pour ressort territorial la région de la Damawa et la région du nord, hormis le département du Mayo-Louti. Son poste de commandement est situé à Garoua. Les textes présidentiels du 21 février 2018 se situent à l'aune de la grande réforme de 2001, elle-même assise sur plusieurs piliers, la modernisation, la professionnalisation et le rajeunissement. Je pense que le chef de l'État donne une réponse, n'est-ce pas, pour que non seulement nous puissions faire face à la menace sur le plan opérationnel, mais qu'il y ait un meilleur maillage, n'est-ce pas, de nos unités sur le terrain, de telle manière à ce qu'on puisse répondre efficacement à ces menaces. Chef des armées, le président de la République s'est assigné pour objectif de doter le Cameroun d'une armée professionnelle caractérisée par une cohérence dans l'organisation et une efficacité opérationnelle accrue. Il faut y ajouter une coopération interarmée plus porteuse pour faire face à toutes les situations en temps de paix comme en période de crise, à l'image de celle qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À travers la création d'une 5e région militaire interarmée, Paul Biya veut renforcer les unités territoriales par un meilleur maillage du territoire. Pour qu'Abamenda, Boya, Kumba, Batibo et ailleurs, nos forces de défense puissent s'acquitter au mieux de leur mission de protection des personnes et des biens avec honneur et fidélité. Retour à vous, professeur Jacques Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Les ordinateurs sont là, ils ont commencé à être distribués. Qu'en est-il du service après-vente? Alors le service après-vente est prévu justement dans le prêt concessionnel accordé par la Chine au Cameroun. Il y a une équipe chinoise qui est là, qui est dans les universités pour justement, d'abord je dois préciser que la garantie c'est 1 an. La garantie du PBHIV est de 1 an et les Chinois sont là pour voir s'il y a des petits problèmes parce qu'il faut savoir que, je l'ai dit, 90% des étudiants n'avaient jamais utilisé un ordinateur. Ça peut pas être aberrant, ça peut paraître assez absurde, mais c'est ça la réalité. Il faut donc qu'on les amène à utiliser cet outil qui est lui-même nouveau pour plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes, je l'ai dit, sont habituées plutôt à la vieille informatique, donc au vieil ordinateur avec du HDD. Donc eux-mêmes, la plupart des informaticiens, eux-mêmes apprennent aussi maintenant la nouvelle technologie SSD. Alors, donc, le hardware, c'est-à-dire la matière dure, là, il faut la maintenance. Il faut également qu'on apprenne à l'utiliser. Mais il y a aussi le software, c'est-à-dire les logiciels. Il y a d'abord le processeur Intel, une grande société américaine. Il y a le logiciel d'exploitation qui est le Windows 10 et le logiciel
qui est le Office 365. Tout ça, c'est l'obédience américaine. Alors, il faut bien qu'il y ait une équipe d'accompagnement. Il y a mon département ministériel avec les informaticiens, le professeur Foudanjodo, le professeur Acha, le professeur Amougou, qui sont là, qui donnent des conseils. Mais il y a aussi la partie chinoise pour le hardware et la partie américaine, Microsoft, pour le software. Donc tout cela se fait, cet accompagnement se fait, et en principe, les étudiants n'ont aucun problème. Les ordinateurs commencent à être distribués dans des établissements publics, dans les universités d'État. À quand le tour des universités privées? Merci. Alors, il faut savoir que la distribution se fait au prorata de la fabrication en Chine par une société chinoise avec des fonds chinois. Alors, dès que nous avons un premier contingent, on a eu d'abord 100 000, nous avons pu servir Yaoundé 1, Yaoundé 2, fin décembre. On a eu un deuxième contingent de 100 000, nous avons pu servir Douala, Boya, Tian et Bamenda, où l'accueil, partout, l'accueil a été hystérique en faveur du président Paul Biya, qui est le donateur. Maintenant, il reste, au niveau des universités d'État, il reste Maroua et Ngaoundéré. Nous espérons que la fabrication en Chine sera achevée pour les 100 000 fin mars. Donc nous pourrons éventuellement fin mars, peut-être début avril, nous pourrons donc servir Maroua et Ngaoundéré. Alors maintenant, quid des instituts privés d'enseignement supérieur? Il faut préciser, il faut le rappeler, le don présidentiel est un don qui s'adresse à tous les étudiants camerounais inscrits dans les institutions universitaires camerounaises. De façon biométrique. Évidemment, biométriquement enrôlés pour éviter les distributions dolosives, fantaisistes, népotistes et tout ce que vous voulez. Et pour éviter des doubles emplois. Il y a même des étudiants qui s'inscrivent et qui ne viennent plus jamais. Donc il faut biométriquement balayer tout cela et avoir un corpus sain. Évidemment, nous écartons également les étudiants étrangers, puisque le don présidentiel s'adresse aux étudiants camerounais. Alors, nous avons commencé également l'enrôlement via les universités d'État tutrices, parce que les instituts privés d'enseignement supérieur sont tutorés par des universités d'État. Après les universités d'État, Maroua, Ngaoundéré, nous allons donc servir les instituts privés d'enseignement supérieur. Donc tous sont concernés. Vous avez parlé d'un accueil délirant. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants camerounais bénéficiaires de ce précieux don présidentiel. Et à votre suite, on va regarder ce reportage qui rend compte de leur état d'esprit après avoir reçu ces ordinateurs. Un étudiant, un ordinateur. La phrase qui résonnait comme un simple slogan il y a quelques mois est aujourd'hui une réalité dans l'absolu. Après l'acte premier de la distribution d'ordinateurs dans les universités de la capitale le 26 décembre dernier, l'acte 2 du mois de février a connu la présence du ministre des Enseignements supérieurs dans les universités de Douala, Boya, Tian et Bamenda. Le don du chef de l'État rassure et reste gravé dans les esprits. Sans vous mentir, avant de les avoir reçus, nous étions un peu dubitatifs. On ne savait pas comment ça va être, si ce sont les ordinateurs PC, si c'est comment. Mais quand on les a reçus dans les petits cartons, on les a ouverts. Évidemment, je devais répondre. Mais les gens doivent décoder cette scène. Puisque le président de la République était très souriant, vous ne pouvez pas être souriant tout en désavouant la personne, sauf si le sourire a cette fois-ci une valeur ironique. Ça peut arriver, valeur de dénigrement ironique, gestuel. Donc, en réalité, j'ai eu un ouf de soulagement, non pas parce que j'hésitais, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que je me disais, mais l'opinion a été intoxiquée, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Comment faire pour remonter la pente? Il n'y avait que la parole présidentielle pour mettre fin à la polémique et pour dire, ce projet, en réalité, est mon projet. Puisque c'est lui qui offre le don, c'est lui qui a eu l'idée
c'est le ministre secrétaire général qui, le 25 juillet 2016, m'a écrit pour dire voici la décision du président de la République. Voici les spécifications techniques de l'ordinateur. Voici la deuxième composante, à savoir la construction des centres de développement du numérique universitaire, suite à un accord cadre qui fut signé le 18 juin 2015 à Beijing, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Philemon Yang, par du côté camerounais, le ministre Nganou Djoumessi, qui était encore Minepat, et du côté chinois, le ministre du Commerce. Alors, monsieur le ministre, il y en a parmi les polémiques, les vives polémiques qui ont agité l'opinion. Il y a celles qui tournent autour du coût de ces ordinateurs. Ils estiment, cela, que ce coût serait onéreux. Quelle est la nature du contrat qui lie l'État du Cameroun à la partie chinoise dans le cadre de ce contrat? Et combien auriez-vous reçu en termes de rétrocommission? Parce que cela a également été dit. C'est ce que les gens disent, bien entendu. Les gens en parlent toujours, quel que soit le contrat. Alors, il s'agit d'un contrat, d'abord, je l'ai dit, il y a eu d'abord un accord cadre signé le 18 juin 2015 à Beijing, je n'étais pas là, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, signé par le Minepat de l'époque, Emmanuel Nganou Djoumessi, aujourd'hui ministre des Travaux publics, et le ministre chinois du Commerce. Ensuite, il y a eu, le président de la République a habilité le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre Motazé, le 26 juillet 2016, a signé cette fois-ci un accord de crédit avec Exim Bank de 75 milliards de francs CFA. Alors, si on fait la décomposition, il y a les ordinateurs, 50 milliards de francs CFA. À raison de 100 000 francs par prix d'achat, prix sortie usine, 100 000 francs. Parce que c'est le Cameroun, dans le cadre de cet accord, qui prend en charge le transport de la Chine, de Shenzhen. C'est la ville où se fabriquent les ordinateurs par les Chinois eux-mêmes, la société Sichuan Telecommunication Engineering Limited, qui est une succursale de la société d'État China Telecom, donc fabriquée à Shenzhen. Donc transport de Shenzhen à Yaoundé. Donc voilà la composante. Et les 25 milliards restants concernent la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire à raison d'un centre par université d'État et d'un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo campus de Saint-Mélima. Soit dit en passant, cette université inter-État va démarrer incessamment puisque les bâtiments sont déjà construits. Et il y aura également un data center central qui permettra d'interconnecter toutes les universités d'État. Il y aura une interconnexion universitaire concernant toutes les universités d'État, voire certains instituts d'enseignement supérieur privés. Je voudrais parler des fameuses rétrocommissions pour dire tout simplement que ces ordinateurs sont entièrement fabriqués en Chine, à Shenzhen, par la partie chinoise, Sichuan Telecom Engineering Limited, avec des fonds chinois débloqués par Exim Bank. Le premier déblocage a eu lieu le 5 juin 2016 par Exim Bank au bénéfice de la société Sichuan Engineering. Ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué en disant le président n'a plus d'idée, qu'est-ce qu'il va encore offrir aux Camerounais, faisant fi de tout ce qui se réalise dans tous les domaines. Alors il est tout à fait évident que cela, par mauvaise foi, est battu sur le terrain de l'innovation, de la modernité, du progrès, du futurisme. Cela, il est tout à fait normal qu'ils disent dans un premier temps, c'est un mensonge d'État, les ordinateurs ne viendront jamais, le président Poubia vous a trompé. Et 2, dès que les ordinateurs arrivent, qu'ils disent ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur, il déplace la polémique. On vous a trompé.
Mais, au-delà de la mauvaise foi, d'autres sont ignorants, tout simplement. Parce que les gens sont habitués, certaines personnes sont habituées à la vieille informatique, aux vieux ordinateurs de la vieille école, qui ont un disque dur HDD qui ne peut stocker des données que dans le cadre du disque dur interne. Et ils ne savent pas, vraiment par ignorance, que désormais, les ordinateurs ont également la possibilité d'avoir un disque dur SSD, qui est un disque dur rattaché à l'espace numérique planétaire. En l'occurrence, s'agissant du PBHIV, c'est un disque dur rattaché au cloud. Cloud, c'est un mot anglais qui signifie nuage. Au nuage, au cloud de Microsoft, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine des logiciels. Ne sachant pas qu'on ne stocke plus les données uniquement dans le disque dur de 32 gigas. Et que désormais, en fait, il y a une possibilité, comment je peux appeler ça, infinitésimale, c'est-à-dire que qui ne peut pas s'arrêter à condition que vous puissiez mettre des données paramétrées dans le disque dur SSD. C'est une sorte d'archivage asymptotique, c'est-à-dire on peut aller jusqu'au bout du monde. Au bout du monde, c'est une façon de parler, puisque le bout du monde n'existe pas. Donc on peut aller le plus loin possible grâce à cet ordinateur, à condition que l'on acquiert les outils complémentaires nécessaires. Voilà, ce sont les deux problématiques qui ont créé la confusion. Je n'oserais pas insister sur une troisième problématique, puisque Pascal nous dit que le mois est haïssable. Mais je pourrais également dire, sans risque peut-être de me tromper, que d'aucuns y ont vu peut-être une possibilité pour le modeste serviteur que je suis, une possibilité de quitter l'arène politique. Mais il y en a même qui se sont essayés à des exercices de sémiotique, dont vous êtes pourtant un spécialiste, en analysant sur la base d'un certain nombre d'éléments, oui. Des faits et gestes à l'occasion d'une cérémonie publique récente. A refusé de me saluer. Oui. D'abord, le président ne peut jamais le faire. C'est un homme très courtois, très raffiné, très civilisé. Je m'excuse d'utiliser le terme civilisé parce qu'il renvoie à une hiérarchisation des civilisations. Mais il fait partie de ce code comportemental raffiné. Il ne peut donc pas dire, vous êtes devant lui, vous arrivez, d'abord, vous le savez, en matière de proxémique, c'est lui qui tend la main. C'est toujours le supérieur qui tend la main au collaborateur, à l'homme qui est inférieur à lui. Donc c'est le président qui tend toujours la main. Celui qui tend la main avant le supérieur ne connaît pas le savoir-vivre. Donc le président tend la main et s'il veut, il vous parle, il vous adresse la parole. S'il veut, s'il en a convenance. En l'occurrence, un, il m'a tendu la main, ça c'est tout à fait classique. Deux, il m'a adressé la parole avec un bonus, le sourire. Mais un sourire ineffable, expressif. Peut-être que les uns les autres voulaient simplement partager la confidence que le président de la République vous a faite. Les cérémonies de vœux, de présentation de vœux, je les fais depuis 33, 34 ans. Alors, donc, pendant que j'étais encore chargé de mission à la présidence de la République, je le faisais chaque année. Donc depuis 84. Donc vous savez très bien que c'est codifié. Mais je sais très bien que quand vous arrivez, vous avancez, vous vous tenez, et c'est le président qui vous tend la main. Il vous tend dans la main, et puis vous partez. Non, mais s'il veut parler, évidemment, vous êtes obligé d'attendre ce qu'il vous dit. Et ensuite, là, il a posé une question, comme vous avez parlé de sémiologie, une question d'ordre fatigue. C'est-à-dire, par exemple, quand je vous dis bonjour, en réalité, je ne pense pas à dire est-ce que le jour est bon, est-ce qu'il sera ceci, est-ce que vous avez mal à la tête. Bonjour, c'est un souhait. C'est un souhait, c'est un code de communication, un code de langage qui est ossifié. Donc, il m'a adressé la parole en disant quelque chose d'assez précis.